Dimanche 2 décembre 2018, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Avec nous, Babacar Fall, directeur de GRADEC. GRADEC, c'est le groupe de recherche, d'appui, de conseil pour la démocratie participative et expert électoral, Babacar Fall, et Mansour Tall, coordonnateur national du programme des villes durables de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le 29 novembre dernier, une partie de la société civile a initié une rencontre. Le but, renouer le fil de dialogue entre pouvoir et opposition. On constate que depuis quelque temps, la crispation autour du processus électoral, du fichier électoral, entre autres problèmes posés par l'opposition du pouvoir. Babacar Fall, pourquoi, à la veille de chaque élection majeure au Sénégal, le fichier est remis en cause? Oui, je vous remercie Alassane, je remercie également l'ensemble des auditeurs de e-radio qui nous écoutent en ce dimanche. Je salue également donc mon frère Mansour Tall avec qui j'ai l'honneur de partager ce plateau. Vous avez posé une très bonne question, Mansour, parce qu'effectivement ce qu'on constate c'est que chaque année, et de ça là date depuis 2000, à la veille de chaque consultation électorale, le débat sur le fichier électoral ressurgit. On a constaté le même phénomène à la veille de l'élection présidentielle de 2000. En 2007, à la veille de l'élection présidentielle, le même problème donc est ressurgi à la suite de la refonte totale du fichier électoral. En 2009 également, en 2017, après les élections législatives, on a eu ce même débat. Et aujourd'hui, voilà, le débat est vraiment donc voilà dans la rue, dans les marchés, dans les radios. Chacun parle de fichier électoral. Et au fond, on se rend compte que à la suite de tous les audits qui ont été faits, il n'y a pas eu de quoi fouetter un chat. C'est vrai, un fichier électoral, bon, c'est juste un instrument de travail, c'est une base de données, il peut être perfectible. Mais disons que jusqu'à présent, tous les audits qui se sont déroulés ont abouti, pour l'essentiel, à la bonne tenue du fichier, malgré maintenant quelques petites corrections qu'il fallait faire. Je me souviens, à la veille de l'élection présidentielle de 2012, on a fait un audit international avec les experts de l'Union européenne. Pratiquement, l'audit a abouti à la conclusion que le fichier était bon, mais qu'il était perfectible et il y a eu 108 recommandations. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, le président Abdoulaye Wade avait mis le comité de veille qui était chargé de suivre l'application des recommandations de la mission d'audit. Tout récemment également, il y a eu un audit qui a été fait, donc avec, disons, les mêmes conséquences, que le fichier était pratiquement bon. Bon, il y avait juste quelques petites corrections à faire. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place pour procéder aux corrections nécessaires. Alors maintenant, où est le problème ? Je pense que c'est là où se trouve vraiment la difficulté. On a l'impression que, bon, la classe politique, bon, quelque part, hein, c'est toute tendance confondue, est devenue peut-être subitement, peut-être amnésique ou immature, on ne sait pas. Mais je pense que le problème, ce n'est pas cela. Et je le dis souvent quand même aux amis qui sont dans tous les camps, que la politique, c'est une question de rapport de force. Vous avez à avoir donc un bon fichier. Si sur le terrain, vous ne créez pas un rapport de force qui vous permet de gagner, mais ce n'est pas la peine, vous ne gagnez pas. Et avec ce même fichier qui est décrié, en 2000, il y a eu une alternance. En 2009, l'opposition d'alors avait gagné les grandes villes, je me souviens. Et également, entre 2012 également, le fichier avait été décrié, etc. Mais avec ce fichier-là que les tenants du pouvoir aujourd'hui donc, ont remporté les élections. Donc, on se dit que où est le problème finalement? Est-ce que le problème, Mansour Tall, n'est pas dû à un problème de confiance entre les acteurs? Parce que dans chaque relation, s'il n'y a pas de confiance, il y a un problème. Oui, bonjour Alassane, bonjour tous les auditeurs, bonjour Babacar. Je vous remercie pour cette invitation. Mais je pense que le problème fondamental n'est pas le fichier en soi. C'est plutôt une stratégie de l'opposition et du pouvoir. Une stratégie d'évitement du vrai débat, comme le dit Babacar, qui est un débat de fond sur avec quel outil on doit aller aux élections, avec quel programme, avec quel mécanisme. C'est surtout ça. Le fait de décrier le fichier électoral, c'est aussi une stratégie pour les acteurs politiques
d'éviter le vrai débat. À mon avis, depuis 2000, on ne peut plus être dans des contestations du processus électoral qui, comme il le dit, est perfectible, mais qui quand même s'est inscrit dans une certaine légalité que personne ne peut nier. Donc, à mon avis, c'est juste de l'ébullition préélectorale. Mais le vrai débat aujourd'hui sur le processus, à mon avis, devrait tourner sur le bulletin unique, sur le financement des partis politiques, pour qu'on puisse aller aux élections de manière équitable avec les mêmes armes. Mais le débat sur le fichier ne me semble pas être un débat vraiment de fond. Oui, mais est-ce que, par exemple, l'opposition demande la mise en place d'un ministère des élections neutre, comme ça a été fait avec Abdou Diouf et avec Abdoulaye Wade? Oui, vous savez, c'est une revendication légitime. Tout à l'heure, Mansour parlait d'un problème de confiance. Je pense que c'est le contraire qui aurait dû quand même étonner. Parce que, comme disait quelqu'un, des personnes qui sont dans une logique de compétition, naturellement, ne sont pas confiantes. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en fait, c'est l'absence, il y a une stratégie d'évitement, les gens ne veulent pas s'asseoir. Alors, tout de suite, en venant à votre émission, j'ai croisé un leader de parti politique, etc. Et je lui disais, mais on ne vous a pas vu à notre forum. Il me disait, oh, vous savez, moi, finalement, est-ce que, à quoi ça sert? Parce que vous pensez que nous, vraiment, on va s'asseoir avec Aly Ngouille Ndiaye, bon, etc. Je dis, non, le problème, c'est pas ça. Donc, vous voyez qu'il y a aujourd'hui, en fait, une stratégie de part et d'autre, de fuite en avant. Les gens ne veulent pas s'asseoir. Alors, c'est la raison pour laquelle nous, on a essayé de rassembler les gens et puis vraiment de discuter pour voir si on peut trouver aujourd'hui des solutions vraiment aux problèmes. Parce qu'en réalité, il faut qu'il y ait en fait un dialogue. Surtout, mais si des acteurs qui sont en compétition font, disons, de la stratégie de la chaise vide, de l'évitement, les gens ne veulent pas s'asseoir, poser les problèmes, mais on n'en s'en sort pas. Sur la question du ministre de l'Intérieur, il y a plusieurs, disons, avis, il y a plusieurs, disons, thèses qui s'affrontent. Il y a des gens qui estiment aujourd'hui qu'on peut avoir effectivement un ministre de l'Intérieur partisan et qui organise les élections. D'autres disent que oui, il faut aujourd'hui donc retourner à la situation donc de 2012 où sous la pression de l'opposition, le président Wade a fait une concession en séparant le ministère de l'Intérieur et le ministère des Élections. D'autres, au niveau de la société civile, pensent qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin, c'est-à-dire qu'on aille dans le sens de mettre en place une haute autorité chargée de la démocratie et des libertés, qui s'occuperait de la modernisation du système partisan et également de l'organisation donc des élections. Donc, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. Moi, personnellement, je dis que je ne suis pas gêné qu'on ait un ministère de l'Intérieur partisan. Encore que maintenant, cette question-là dépend du président de la République. Si c'est le prix à payer pour qu'on ait des élections transparentes, calmes, je ne vois pas pourquoi le président de la République ne ferait pas droit à cette revendication de l'opposition. Maintenant, ce qui est le plus important pour moi, c'est, quel que soit le ministre qui est à la tête donc, du département chargé des élections, c'est qu'il soit à équidistance des partis, qu'il soit impartial et qu'il puisse gérer les élections disons, dans la plus grande transparence. Et cela appelle naturellement la responsabilité maintenant entre tous les organes de régulation, et ce qu'on appelle les OGE, c'est la Sénat, c'est le ministère de la Justice, etc., qui doivent faire ce travail, disons, donc, de contrôle, disons, de tout le processus électoral, depuis l'enrôlement jusqu'à la proclamation donc, des résultats. Il faut que chacun joue son jeu. Parce que si chacun essaie de faire son travail dans la transparence, la plus totale, si vraiment les organismes de régulation jouent leur rôle, parce que vous savez que la Sénat aujourd'hui est décriée, etc. Mais je pense que, bon, ça c'est un débat, mais je pense que si chaque organe de gestion, dans le domaine qui lui est confié, vraiment fait son travail normalement, et que l'opposition également crée les conditions pour être, disons, présente à toutes les étapes du processus électoral, au moment de l'enrôlement, qu'elle soit présente dans les commissions d'enrôlement, au moment de la distribution des cartes, qu'elle soit présente, au moment du scrutin également, qu'elle soit présente dans tous les bureaux de vote, je pense que toute velléité peut-être en tout cas de fraude ou en tout cas peut-être de travestir un peu donc la volonté populaire devrait être annulée. Est-ce qu'au fond, cette stratégie d'évitement de part et d'autre n'est pas une façon de préparer les Sénégalais à de la violence?
Oui, et cela est mauvais parce que nous devons, en tant qu'acteurs politiques, être très responsables et éviter peut-être qu'à l'avenir, qu'on puisse rentrer dans des processus de contestation, ce qui serait dommage, vu quand même les progrès que nous faisons depuis 2000. À mon avis, comme le dit Babacar, le dialogue est inévitable et personne n'a le droit d'éviter le dialogue. Maintenant, si le prix à payer est quand même, comme l'avait fait Wade, de mettre quelqu'un, entre guillemets, indépendant pour gérer le processus électoral, à mon avis, cela vaudrait le coup parce que une victoire contestée aussi n'est pas une victoire très claire. Et autant du côté du pouvoir que de l'opposition, nous devons être responsables, sachant que nous sommes minoritaires et que les acquis démocratiques ne doivent pas être quand même remis en cause. Parce que demain, ce qui va se passer, c'est comme le dialogue autour de la société civile. Lorsque nous serons au pouvoir aussi, nous avons tendance à récuser les outils qui nous ont élus. Et ça, quand même, c'est une confusion qu'on ne doit pas entretenir. À mon avis, le Sénégal, au plan démocratique, en matière d'élection, est devenu quand même assez mature, comme il le dit Babacar, qui est quand même expert de ces questions. Et que même s'il y a quelques petits problèmes lors de l'organisation matérielle des élections, ça ne peut pas remettre en cause quand même les grands enjeux électoraux que nous enregistrons depuis 2000. À mon avis, il faudra surtout éviter qu'il y ait des problèmes de logistique, que des bulletins sont absents, qu'on démarre en retard dans certains... C'est ça qui peut enclencher le... Mais du point de vue du processus, je pense que le processus, il est tout à fait clair aujourd'hui que les Sénégalais sont eux-mêmes garants du processus électoral. Parce que tous les résultats sont connus dans le plus petit bureau de vote et personne ne peut maquiller aujourd'hui les résultats. Maintenant, il faut garantir l'équité à l'accès aux outils, à la presse, au financement. C'est ça les grands enjeux. Mais l'enjeu, c'est pas le fichier, parce que on a commis des étrangers pour faire l'audit du fichier, mais on aurait pu le faire. Je suis sûr que des organisations comme la vôtre, responsabilisées, auraient pu travailler avec des boîtes informatiques et le faire. C'est pas très compliqué. Mais nous devons rendre plus perfectible le processus électoral en faisant en sorte, pour des raisons économiques et financières, qu'on vote avec un bulletin unique, en rationalisant l'espace politique pour que les partis politiques ne soient pas quand même toute cette confusion qu'on voit, et surtout garantir maintenant un débat serein, un débat responsable au niveau de ces partis politiques qui, à mon avis, sont devenus très très faibles. Vu le niveau des débats, on verse vite dans l'insulte. Et je suis pas assez âgé, mais je savais que chaque parti avait son école où les gens étaient formés, capacités, et qu'il allait dans les débats et poser des questions de fond. Maintenant, c'est plus le cas. Même au niveau le plus élevé, tout le dialogue maintenant est caporalisé et vampirisé autour de la question du fichier. Alors que d'ici quelque temps, on doit parler programme, on doit parler bilan, on doit parler projet politique. C'est ça le vrai débat, mais ce n'est pas du tout, à mon avis, le fichier. Mais est-ce que justement, la question de fond aujourd'hui qui se pose au Sénégal, c'est qu'on avait assisté au temps de Senghor, jusqu'à Abdoulaye Wade en 2000, à une qualité des personnels politiques au Sénégal. Aujourd'hui, ce qu'on entend, ce qu'on voit, sortir des partis politiques, c'est eux qui portent des fois les paroles de ces partis politiques, on a du mal à se demander est-ce que ces gens-là méritent de parler aux Sénégalais. Vous avez raison, Alassane. Nous assistons aujourd'hui à un affaissement idéologique d'abord au niveau des partis politiques, mais également même à un affaissement du point de vue même de la qualité et de la formation des militants. Mansour le rappelait tantôt que dans certains partis, il y avait des écoles de formation, etc., qui formaient le militant. On avait des militants vraiment quand même qui comprenaient pourquoi ils sont dans tel ou tel parti et pourquoi ils devaient agir donc de telle ou telle manière. Mais vous savez, maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme et les partis sont devenus, excusez-moi peut-être du terme, des entreprises politiques. Les gens sont dans l'entrepreneuriat. Moi, je viens... Mais est-ce que c'est pas ça qui a pollué tout le processus qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait pas confiance? Les gens, c'est les intérêts personnels qui priment sur le pays. Mais absolument, c'est ça le problème. Donc, le problème, c'est les gens ont fait des partis politiques un business. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites d'une chose, donc un business, vous mettez en avant des intérêts, parce qu'un business, c'est quoi? Vous cherchez à gagner de l'argent, c'est des intérêts immédiats, etc. Et c'est comme ça que cela se pose. Regardez aujourd'hui, par exemple, la question de la transhumance. Tout le monde a décrié. Comment maintenant c'est facile que les gens quittent par exemple un parti pour aller à un autre, justement pour aller peut-être, excusez-moi peut-être du terme, brouter de l'herbe.
telle personne a quitté les prairies bleues pour aller dans les prairies marron, ou les prairies vertes pour aller dans, etc., etc. Donc c'est ce phénomène, cette sorte de porosité qui font que les gens avec une facilité déconcertante quittent un parti pour aller en montre qu'il n'y a plus de formation, il n'y a plus de référentiel idéologique, il n'y a pas de valeur. Les gens, ce qui les intéresse, c'est l'intérêt, le Johnny. Je vais dans telle formation parce qu'elle est au pouvoir, qu'est-ce que j'y gagne? Et demain, si il y a un changement de majorité, vous voyez le même phénomène également donc, qui se produit. Alors, c'est ça aujourd'hui donc les véritables problèmes sur lesquels je pense que nous devons aujourd'hui changer. Pour moi, la politique est synonyme de morale, d'éthique. Et l'éthique aujourd'hui, quand l'éthique donc a foutu le camp, excusez-moi du terme, il y a un problème aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de lisibilité. Il n'y a pas de formation. Regardez, je disais à quelqu'un, quand vous allez le jour du scrutin dans les bureaux de vote, vous voyez par exemple des partis qui commettent des jeunes, des représentants dans les bureaux, qui ne comprennent absolument rien à ce qui se passe. Ils sont là-bas, sur une table, ils regardent. Ils ne sont même pas capables de s'opposer lorsque, disons, la volonté populaire, ou en tout cas une fraude, en tout cas une confiscation. Parce qu'ils sont payés à la tâche. Ils sont payés à la tâche. Les gens viennent, siègent pour vous. L'essentiel, c'est que le soir, ils puissent vous amener donc, le procès verbal et que vous donnez 2500 ou 5000 francs. Donc, aujourd'hui, il y a une sorte de déstructuration de la société sénégalaise, en quelque sorte. Et c'est la même chose, par exemple, quand vous mettez aujourd'hui la question, par exemple, du parrainage sur la table. Mais il n'y aurait pas dû y avoir, par exemple, tout ce tapage, tout ce bruit autour du parrainage, parce que la loi dit est claire. La loi demande aux candidats d'amener un minimum de 53 000 et un maximum de 67 000. Si les candidats s'en tiennent à ça. Mais il n'y a pas de problème. Mais du coup, tout le débat qu'il y a eu autour donc, du parrainage, où les gens se sont fixés des objectifs donc, ambitieux de 2 millions, de 3 millions. Hier, j'ai vu lors de la cérémonie d'investiture, donc l'ancien Premier ministre disait, voilà, nous avons atteint aujourd'hui donc 2 millions. J'ai vu dans une autre cérémonie d'investiture, quelqu'un disait que oui, nous sommes pratiquement à 700 et près de 800 000. Mais quel est l'intérêt de ça? Alors tout ça, les effets pervers que cela crée, c'est qu'on va ensuite dans une sorte un peu de marchandisation, d'achat de conscience, d'achat de conscience, etc. Alors on va chercher 1 million, 2 millions, alors qu'on n'a besoin que de 67 000. Disons, c'est pourquoi finalement. Alors, et ça crée donc des comportements. Bon, voilà, nous sommes dans une situation aujourd'hui où la pauvreté vraiment atteint des proportions extraordinaires, mais les gens en profitent pour faire leur business. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse repenser un peu notre système, faire en sorte que la morale et l'éthique soient vraiment au cœur donc, de nos actions. Mais ce qui se passe, c'est que, dans tout ce que nous faisons, le citoyen, lui, il ne compte pas. Les gens, ce qu'ils mettent en avant, c'est les intérêts personnels qu'ils mettent en avant et qu'ils essaient donc peut-être de défendre, de faire passer donc au prix fort, quel que soit le coût. Mais ça, vraiment, je pense que c'est sur ces questions-là que nous devons réfléchir. Je pense qu'il faut aller vers une moralisation de la société sénégalaise, vers une moralisation aujourd'hui donc de l'activité politique. Et sous ce rapport, je pense que il y a une responsabilité de tout le monde, je dis, du pouvoir, de l'opposition, de la société civile. Chacun est responsable. Durant la semaine écoulée, en fait, ces 2 semaines, pas moins de peut-être 5 organes de radio, de journaux écrits, de télévision m'ont invité. À chaque fois qu'ils voulaient m'inviter, c'était sur le fichier. Et finalement, donc on entretient pour moi un débat vraiment à la limite même qui n'est pas très utile sur le fichier. Alors que franchement, je pense que ces questions doivent être derrière nous. Il y a des questions autrement plus importantes. Aujourd'hui, par exemple, le bulletin unique, c'est une question, un débat. Aujourd'hui, mettre sur la table parce que ça peut contribuer un peu donc à améliorer un peu donc le processus électoral et à nous amener vers, disons, un processus électoral transparent. Et moins cher. Et moins cher, etc. Bon, il y a également donc d'autres questions. Et ensuite, de part et d'autre, il faut que les gens soient ouverts, à mon avis. Sur le fichier, il n'y a pas de problème. Il y a une contestation. On a fait un audit. Bon, la société civile aujourd'hui qui est à équidistance des partis peut venir à la rescousse. Bon, écoutez, voilà, l'opposition, le pouvoir, chacun est là. Nous, on est au milieu, on est avec personne. On nous laisse faire donc l'audit du fichier, comme cela a eu lieu en 2000 avec le FAS, où il y a une situation très difficile que la société civile a gérée, où à 3 semaines des élections, la société civile a fait un audit, a fait des corrections sur les listes d'émargement qui avaient été déjà
faite et envoyée dans les départements, avec l'accord donc du président Diouf, et la société civile donc a fait en sorte que les listes de nouvelles listes soient retirées. On est allé donc remplacer les anciennes listes, etc., etc. Donc nous, c'est un peu le sens, un peu en tout cas de notre démarche. Nous voulons être à équidistance des partis. Nous voulons jouer notre rôle vraiment dans la neutralité, mais il faudrait que de part et d'autre qu'on accepte vraiment que nous sommes donc des arbitres neutres. Et sous ce rapport, si on nous fait confiance, je pense que toutes ces questions peuvent être franchement élaguées, réglées, mises de côté, etc., etc. Mais est-ce que c'est facile de régler cette question-là dans ce pays aujourd'hui où, comme il a dit M. Fall, l'argent compte de plus en plus dans le processus électoral, les militants sont considérés de plus en plus comme des clients, et ensuite, c'est le problème d'ego entre les leaders, où certains se considèrent peut-être que le président était avec eux hier, aujourd'hui qu'il est devenu président de la République, il y a un manque de respect des uns et des autres. Aussi, le président qui méprise aussi certains qui sont dans l'opposition en le disant qu'il ne me respecte pas, il ne me donne plus ma fonction de président. Est-ce que ce n'est pas ce problème d'ego qui mine la classe politique sénégalaise? Oui, mais justement, le débat politique ne doit pas être personnalisé. Parce que quand même... Il semble très personnalisé aujourd'hui. Il est très personnalisé, mais ça ne doit pas être le cas. Mais je pense qu'ils comprennent parfois. Hein. C'est des stratégies plus ou moins électoralistes. Chacun veut faire peur à l'autre en disant que oui, j'ai X. Mais ce débat-là n'est pas très bon parce que ça nous éloigne trop de l'essentiel. Et malheureusement, comme vous le dites, aujourd'hui le comportement politique n'est pas le meilleur comparé à des pays qui étaient quand même loin derrière nous il y a quelques années. Le Cap-Vert, où vous ne verrez même pas durant la campagne électorale les gens tenir des meetings aux heures de travail. Ils les font à la descente, ce qui est quand même un bon indicateur du niveau d'engagement politique des populations. Et pourtant, ils votent et font des alternances paisibles, acceptées. Il faut quand même que les gens jouent franc jeu. Et c'est ça qui manque dans le débat politique. Il faut qu'ils acceptent, quand ils perdent, qu'ils ont perdu. En 2007, on a dit beaucoup de choses sur le fichier. Mais on savait à l'époque, bon, peut-être que les élections, à part quelques problèmes logistiques, s'étaient passées le plus normalement du monde. Non, on a dépassé, à mon avis, ces fraudes massives. Depuis qu'on a commencé à voter avec la carte d'identité, avec l'identification du votant, on a dépassé. Aujourd'hui, personne ne peut plus aller s'asseoir devant un bureau de vote et imposer aux gens de voter pour tel candidat. C'est dépassé. Même les directives religieuses aujourd'hui ne sont pas respectées, nous le savons. Donc, on a un niveau de maturité de notre démocratie qu'il ne faut pas maintenant personnaliser. Parce que même si le président était avec vous hier, mais aujourd'hui il est président de la République. On lui doit respect, mais lui aussi il doit considération au reste de l'opposition. Et le jeu politique doit être sain. Parce que quand même, moi, je pense que les hommes politiques font partie de nous aussi. Hein. Ce ne sont pas des extraterrestres. C'est les comportements de notre société qui sont transférés dans le champ politique, parce que toute ce qu'on peut appeler même cette politique de la rente, on le voit, c'est partout, dans la religion, dans notre comportement de tous les jours, dans nos familles. Les gens ont institutionnalisé la rente comme le fondement de l'établissement de nos relations. Et c'est ça qui transparaît dans la politique. Moi, je ne suis pas contre les ralliements ou les alliances, mais il faut que cela soit quand même, se fasse avec beaucoup de sérieux. Hein? Et de la même manière qu'on le conteste au niveau des hommes politiques, il faudrait aussi le réinterroger au sein de la société civile. Il y a quand même un grand petit-ro, une confusion énorme dans la société civile. Moi, j'ai fait 6 ans dans les ONG, mais lorsque les gens parlent de société civile, j'ai l'impression qu'ils parlent de droits de l'homme ou de 2 ou 3 organisations qui sont actives dans les droits de l'homme. Mais si vous regardez la société civile rurale, mais ils sont représentés du niveau village le plus petit jusqu'au niveau africain, ouest-africain, avec la ROPA. Ils sont allés négocier le PSAP à la Banque mondiale à Washington et l'ont rétrocédé à l'État. Quand même ça, c'est une société civile qui est complémentaire et pourtant qui est complètement ignorée. Donc la société civile, ce n'est pas 2 ou 3 organisations actives dans les droits humains parce que c'est les questions sensibles, c'est les questions qui interpellent l'État. C'est un tout qu'il faut reconsidérer tout en lui donnant maintenant son champ d'évolution classique. Parce que si nous voulons aussi vampiriser les idéaux de la société civile et l'utiliser comme escalier pour accéder au pouvoir,
pouvoir, cela contribue à dénaturer cette organisation qui est quand même utile pour la bonne marche des affaires publiques, parce que l'État ne peut pas être partout et ne peut pas tout faire. Mais à mon avis, aujourd'hui, il y a un manque total de respect de ses adversaires dans le champ politique. Et ça, c'est mauvais, ce n'est bon ni pour le pouvoir, ce n'est pas bon aussi non plus pour l'opposition. Il faut beaucoup de respect, il faut que les gens acceptent de dialoguer, mais de dialoguer avec quand même dans la transparence et dans le respect mutuel, et cela fait défaut. Et l'arbitre qui est la société civile ne joue plus franc jeu depuis quelque temps, parce qu'il y a une alliance presque systématique entre la société civile parfois et l'opposition, et ça, c'est tout à fait normal que l'État récuse cet état de fait. Comment clarifier justement le jour de la société civile dans tout ça pour éviter que certaines organisations entachent le travail de toutes les organisations de la société civile qui sont à la base? C'est vrai, vous avez raison. Il y a un débat aujourd'hui au niveau de la société civile. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup ne parlent pas. Et on a l'impression qu'elle ne parle que de politique. Oui, la santé, on en parle de moins en moins, l'éducation de moins en moins. Dès qu'il s'agit des hommes politiques, on entend la société civile parler. Où sont les Sénégalais qui sont à la base, qui sont à Foguilembi, à Sindioubambé, et même à Canel, qui n'arrivent pas à s'en sortir? On n'entend pas leur voix. C'est vrai, Alassane. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que, en fait, aujourd'hui, il faut même sur la notion de société civile qu'on puisse s'accorder. Parce que, au lieu de parler peut-être de la société civile, je pense qu'il faudrait parler des sociétés civiles. Parce qu'il y a des sociétés civiles aujourd'hui, chacun se réclame de la société civile. C'est vrai que c'est un problème que cela pose. Récemment, je pense qu'il y a même quelques segments de la société civile qui avaient entrepris un travail un peu donc de ce qu'on appelait les assises de la société civile. Voilà, par exemple. Bon, alors il y a plusieurs sociétés. Il y en a qui sont par exemple dans le développement, qui s'occupent par exemple des questions de santé, des questions donc d'éducation, voilà, des questions par exemple de développement communautaire, etc. Et il y a d'autres qui sont spécialisés peut-être dans les droits de l'homme, d'autres sur les questions par exemple de gouvernance, etc. Donc, mais je pense que la société civile gagnerait, disons, sur toutes ces questions-là, à peut-être en tout cas faire en sorte qu'il y ait une articulation et à harmoniser ces interventions. Absolument. Mais vous savez, de la même manière que dans le champ politique, il y a une sorte d'explosion, il y a une sorte de tohu-bohu. Et le même phénomène également n'épargne pas la société civile. Parce et la presse aussi. Voilà, et la presse, parce que, bon, la société civile, ce sont des gens qui sont issus, disons, de la société sénégalaise, qui emportent l'État, etc. Et l'autre jour, quelqu'un m'a interpellé par rapport à la sortie du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée, qu'il faut mettre de l'ordre. Oui, je pense qu'il faut mettre de l'ordre, effectivement. Absolument. Il faut savoir qui est qui fait quoi. Pas aujourd'hui, par exemple, moi je dis que la société civile n'a pas vocation à prendre le pouvoir, etc. Et elle ne doit pas utiliser, si cela existe, je dis, par exemple, les financements qu'elle peut avoir, par exemple, bon, pour réaliser telle ou telle chose, pour combattre des gouvernements. Ce n'est pas sa vocation. Elle n'a pas vocation donc à prendre le pouvoir. Non, je pense qu'il faudrait aller vers les assises de la société civile. Il faut mettre de l'ordre dans la société civile, dans la presse, dans les partis politiques. Il y a ce que vous avez appelé le petit rôle. Donc, ce qui fait que donc il n'y a plus de lisibilité. On ne sait pas quoi. Donc, qui est qui? Voilà, les gens maintenant font de la politique du business. Ils font de la presse un business, sans morale, etc., sans respecter les règles de déontologie. De la même manière, dans la société civile, il y en a peut-être qui font de leur, en tout cas, intervention dans la société civile un business. Je crois qu'il faut effectivement donc clarifier tout cela. Je crois que la société civile gagnerait en tout cas à aujourd'hui donc harmoniser ses interventions, à un peu donc clarifier un peu donc le jeu. Ça, je suis tout à fait donc d'accord avec mon ami Moussa. Alors, maintenant sur un autre registre, vous avez tantôt parlé donc d'ego de la classe politique. Effectivement, le véritable problème c'est ça. Alors, récemment, vous savez, le président de la République, c'est une institution qui nous devons tous respect. Et il m'a été donné de constater dans la dernière période certains nombre en tout cas de comportements qui ne vont pas vraiment dans le sens aujourd'hui de favoriser un respect mutuel entre les différents acteurs. Quand par exemple aujourd'hui vous avez parlé de mépris tout à l'heure, je discutais avec des amis de la PR il y a deux semaines. Ils me disaient oui, ces gens de l'opposition ils ne digèrent pas encore la défaite donc de 2012. Ils n'ont pas de respect pour le président de la République. Pour eux, vraiment, voilà, ils étaient avec le président de la République, ils ont été défaits, mais ils n'arrivent pas encore vraiment, ça leur est resté à travers la gorge.
C'est la raison pour laquelle, des fois, bon, les gens donc, ne considèrent pas le président. Ils ne veulent même pas, donc, en tout cas, en parlant du président... Le débat va jusque-là. Voilà, utiliser donc de monsieur le président. Parce que, pour nous, comme tu dis, bon, c'est Sénat-Lélon, ils ont vraiment donc, été dans le même parti, ils ont milité, etc. Certains même, bon, et ça, c'est le disent... vont jusqu'à même rappeler un peu le passé du président de la République. Bon, telle année encore, il était bon simple locataire, il payait tant de loyer. Bon, certains font même allusion donc à fait qu'il était féru de beignets chopati, etc. Bon, voilà, c'est du discours comme ça. Alors, de l'autre côté aussi, le président de la République affiche un certain mépris, à mon avis, vis-à-vis donc, en fait, donc, de ses adversaires, de ses anciens camarades. Est-ce que justement, c'est pas ça la vraie crispation du problème au Sénégal aujourd'hui? Le problème, c'est le manque de respect des uns vis-à-vis des autres. C'est un manque de respect donc mutuel. Les gens ne se considèrent pas. Autant donc les gens donc, insistent sur le passé du président de la République, vous voyez que c'est un président par défaut, etc. Autant lui également, il a tendance donc à mépriser ces gens-là. Écoutez, les gens qui me dénient peut-être vraiment cette responsabilité, cette fonction de président de la République, vraiment, pourquoi vous voulez que je m'assoie avec eux, etc. Donc, c'est un problème. Mais à mon avis, je pense qu'il appartient au président de la République, quel que soit voilà, le débat, les insultes, entre guillemets, de prendre de la hauteur. Parce que diriger, c'est ça. Il faut prendre de la hauteur. Il faut aujourd'hui accepter qu'on vous critique, etc. Il ne faut pas être vraiment répulsif à la critique. Il faut accepter de vous asseoir avec vos adversaires. Même si vous insultez, les écoutez. Et puis vraiment, bon, vous prenez les décisions qui vont dans le sens des intérêts donc, des populations. Et à mon avis, c'est là tout le problème que nous avons au niveau de la classe politique. Vraiment, il y a un manque de respect, il y a un manque de considération. Les gens pensent que le problème, il faut le régler par les... Regardez ce qui s'est passé depuis un an. À l'Assemblée nationale, lors de la levée de l'immunité parlementaire, regardez, voilà, lors comment dirais-je, quand le PDS a voulu enlever Moudou Diagne Fada de son poste de président de groupe parlementaire de Aïda Mbodj, à l'Assemblée nationale, on a eu à la limite des gens qui tapaient sur les tables, qui ont fait du boucan, etc. Il y a eu des empoignades devant des ministres de la République. Le 19 avril, au moment du vote de la loi sur le parrainage. Ça donne une mauvaise image à la démocratie sénégalaise. Et récemment encore, hier, ce qui s'est passé également, où on a eu une assemblée vide, où il y avait juste que quelques députés, un ministre qui était là, vraiment, garder son mal en patience, parce que les autres étaient allés à la cérémonie d'investiture. Vous voyez, il y a ce problème-là qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons à un dérèglement de notre société, de tous les mécanismes, et cela pose problème. Et ces petites phrases, ces petites paroles, ces invectives, en ce moment-là, est-ce qu'on pense au développement du Sénégal? Est-ce qu'on pense à comment faire avancer le pays sur le plan économique? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une campagne électorale permanente dans ce pays, entretenue par tout le monde, pouvoir et opposition. Ce n'est pas bon justement d'être installé dans une campagne électorale permanente, parce que moi je suis dans le champ du développement, mais aujourd'hui même à l'analyse des projets, vous voyez que les gens prennent les élections comme un facteur de risque, en disant que bon, entre telle période et telle période, bon, le travail sera au ralenti. Et ça, c'est extrêmement dangereux quand même. Les élections, comme le dit Fall, ce ne sont pas quand même un combat de lutte où il faut battre son adversaire et dire qu'il n'a pas digéré sa défaite. Non, c'est un mécanisme pour élire le président par le plus grand nombre des Sénégalais ou les élus locaux. C'est tout. Après cela, on passe à autre chose. On passe à la bonne marche des affaires publiques. Mais ce n'est pas un combat de lutte. Malheureusement, on a tendance à tout mettre à considérer toute la vie sociale, économique et politique comme un combat de lutte. Non, on peut gagner des élections, mais ça ne nous empêche pas, comme dans beaucoup de pays dits civilisés, que les gens se mettent ensemble pour travailler. Donc déjà, cette perception du jeu politique dénote quand même une adversité créée, entretenue et puis continuée et mise en place de manière continuelle pour éviter de travailler. Mais pendant ce temps, de jeunes Sénégalais continuent à prendre des pirogues, à aller en Libye, ailleurs, et voilà, mourir pratiquement dans la mer. Et on en parle de moins en moins. On en parle de moins en moins parce qu'on a ces situations même deviennent banales, et c'est ça qui est dangereux. Aujourd'hui, on devait attaquer le président de la République sur son bilan, amener quand même un argumentaire technique pour contester les politiques sociales mises en place, pour contester peut-être des choix économiques. C'est ça le vrai débat. Malheureusement,
comme vous le dites, hein, c'est une confusion totale, même dans la presse. N'importe qui peut se lever aujourd'hui, créer une télé sur YouTube et insulter les gens. Mais à mon avis, je suis tout à fait d'accord avec l'État qu'on doit réguler ça. Hein? On doit réguler ça. Nous tous, nous avons notre profession et on n'accepterait pas peut-être que chacun s'immisce dans notre profession et fasse ce qu'il veut. Non, à mon avis, il faut quand même dans ce pays qu'on apprenne un peu que nous ne sommes pas au centre du monde, comme nous pensons qu'on est en avance sur tout. C'est tout à fait le contraire. À l'échelle de l'Afrique, les gens sont en train quand même de travailler, d'asseoir des conditions structurelles d'un changement, et ce n'est pas le cas ici. Hein? Et comme nous allons avoir peut-être des ressources, un flot de ressources avec le gaz et le pétrole, c'est aujourd'hui qu'il faut préparer, il faut former les gens, il faut les éduquer, y compris dans le champ politique. Parce que tout ce débat est pollué, parce que tout simplement les gens n'ont pas les compétences qu'il faut, on ne les forme pas dans les débats, ils ne sont pas informés, et cela contribue quand même à faire en sorte que le jeu politique soit, comme vous le dites, hein, une rente de situation, un escalier ou un ascenseur pour aller plus loin. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est vrai qu'il y a eu des combinaisons toujours politiques, mais ces combinaisons doivent être bâties, non pas seulement sur l'idéologie, mais sur un projet commun. Et ce n'est pas le cas. On a tendance à voir qu'on rallie tel camp du pouvoir juste parce qu'on va être nommé à telle position. Et après, on oublie. À mon avis, aujourd'hui, il faut assainir le champ politique. C'est fondamental. Il faut l'assainir. La presse, la même chose. Il faut l'assainir. Les outils numériques du digital sont des opportunités pour aller très vite pour l'Afrique. Mais si nous n'y prenons garde et nous l'utilisons pour insulter, pour ne pas travailler, pour embrouiller davantage le paysage radiophonique et télévisuel, ça peut être quand même une menace très dangereuse. Et à mon avis, l'État doit réguler. Maintenant, l'État ne doit pas l'utiliser pour fermer quand même la bouche des gens. Mais l'État doit réguler ça. Et ça peut être un territoire très dangereux, le territoire du numérique, s'il n'est pas régulé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Et ça, un État ne peut pas marcher comme ça. Les États, le Cap-Vert est un exemple achevé quand même de démocratie. Mais ce qu'on observe dans notre paysage, dans la presse et dans le paysage politique, on ne l'observe pas là-bas. C'est certes un petit pays, mais les gens quand même ont mis en place des institutions et les font fonctionner. Et c'est à son mérite si le président vient de loin, mais je trouve que c'est bien. C'est ça qu'on demande. C'est quand même un exemple d'engagement, un exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de Gumsebop. Ce n'est jamais... Le débat doit être assaini et que les gens osent parler de changements politiques, économiques et sociaux. Ça, à mon avis, c'est fondamental. Et la société civile sénégalaise a la particularité d'avoir un segment religieux qui doit se prononcer sur ces questions. Ce n'est pas seulement aller prier à la mosquée, c'est un segment religieux qui compte parce que qui est écouté et qui caporalise quand même une bonne partie des Sénégalais. Ils doivent se prononcer, comme on l'a fait de par le passé avec certaines figures. Mais ils l'ont fait pendant le Gamou et le Magal. On a l'impression que la classe politique n'écoute pas ce que disent les guides religieux. Oui, ils ont pris à la paix, en sérénité dans le débat, en responsabilité des uns et des autres. Ils l'écoutent quand ça les arrange, mais ils doivent aller même plus loin en parlant avec les masses, en parlant avec les populations, eux-mêmes en jouant un rôle de médiateur. Ça aussi, bon, c'est pas seulement durant les cérémonies, mais à chaque fois que les gens se prononcent sur des questions fondamentales, la société civile doit, quand même religieuse, qui est un segment très important, parfois plus important que certaines organisations des droits de l'homme, ils doivent se poser en bouclier et dire attention qu'on ne doit pas aller au-delà de telle chose. Ils l'ont fait, c'est vrai, avec la presse en ligne, et quand même, on voit que la situation s'améliore de plus en plus. Oui. Et sur les questions économiques, dans notre pays, où il n'y a pas de débat sur l'orientation, parce qu'on voit aller, qu'est-ce qu'il faut faire justement des choix économiques qu'a pris le président par rapport au pays? Est-ce que c'est des bons ou mauvais? On ne pose pas le débat, on est dans la périphérie des questions. Justement, Alassane, c'est ça notre problème au fond. La politique prend aujourd'hui le dessus sur tout. Politicienne surtout. La politique politicienne. Et les problèmes, donc, autrement plus importants, sont vraiment donc mis de côté. En tout cas, on en parle presque pas. Alors, il y a la question, comme vous le dites, des choix économiques du président. On peut se poser des questions. Par exemple,
La semaine dernière, quand je voyais par exemple dans la presse aujourd'hui, en faisant la comparaison entre aujourd'hui un TER, on a mis, bon, on ne sait pas quel est le bon chiffre, hein, quand on vous parle de 768 milliards, d'autres vous parlent de 1200 milliards, pour un TER par exemple qui va faire juste 42 km, comme disent les gens, peut-être que vous taquez, balay moteur bi di tang sax mo ag à destination. Vous comparez par exemple à ce qui s'est passé récemment, on a vu au Maroc l'inauguration donc d'un TGV qui fait 350 km donc voilà de chemin de fer pour à peu près un coût de 1500 milliards, etc. Bon, je ne sais pas. Les experts devaient davantage clarifier le jeu. Je pense qu'il faut clarifier peut-être ce pourquoi jeu. tel coup par rapport à tel coup. Voilà. Ça, par exemple, pour moi, c'est un débat donc important. On peut se poser la question. Moi, par exemple, sur une question comme l'autoroute Ila Touba, par exemple, j'ai des problèmes parce que je ne suis pas contre qu'on fasse une autoroute. Mais mettre 416 milliards, par exemple, dans une autoroute, si vous voyez le tracé de l'autoroute là, bon, là où ça passe, etc., il n'y a pratiquement rien, il faut électrifier, il y a peut-être des coûts additionnels qui vont arriver. Alors, est-ce qu'il n'était peut-être pas plus pertinent de faire un élargissement, par exemple, de la chaussée à partir de Thiès, de faire un 2x2 voies, de Thiès à Mbacké, avec tous les effets, par exemple, une qui aurait donc des sorties dans les différentes villes, villages, etc., avec les impacts économiques que cela pose, et ça coûterait peut-être environ moins de 7 milliards, de 100 milliards. Et on aurait pu peut-être faire la même chose sur l'axe Dakar-Kaolack, etc. Ça, je pense que ce sont des questions que nous devons discuter. Il y a la question aujourd'hui, bon, disons du pétrole et du gaz. Les gens n'en discutent pas. Il y a la question de la dette. Hier, je lisais dans un journal, il parlait un peu des perspectives économiques du Sénégal, disons 2018, 2019, etc. Et quand je suis tombé sur le chiffre, par exemple, de la dette, on parle d'une dette à peu près qui est à 6400 quelques milliards. Et dans ce montant, vous avez à peu près 1072 donc, milliards de dettes intérieures. Moi, je ne suis pas économiste, mais bon, ça m'a fait tiquer. Cela pose un problème aujourd'hui. Donc, par rapport aux choix économiques, etc., etc. Il y a aujourd'hui la question, par exemple, de la crise alimentaire. Quand vous allez, par exemple, aujourd'hui dans des régions comme Tambacounda, comme Podor, Matam, etc., où la situation alimentaire est devenue très préoccupante. On vous parle aujourd'hui de 750 000 ménages qui sont aujourd'hui pratiquement en situation de famine, etc. Pour moi, les débats, c'est ça. La question de l'école, où aujourd'hui vous avez des universités avec des effectifs pléthoriques de 80 000 étudiants, etc., etc. Bon, cela pose problème par rapport, disons, à notre avenir. Bon, je pense que c'est sur ces questions-là que la classe politique devait peut-être entretenir le débat. Discuter, choix économique, orientation de ce qui est fait. Est-ce que telle chose est pertinente et quelle est l'alternative? Moi, je pense que c'est aujourd'hui... Le débat politique, c'est vrai, c'est important en certains moments. Parce que, bon, nous sommes dans une phase aujourd'hui où, effectivement, bon, nous avons un grand rendez-vous, l'élection présidentielle, il y a des enjeux, etc. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, nous devons aujourd'hui faire en sorte que la réflexion puisse vraiment sur ces questions-là continuer. Et nous, en tout cas, au niveau de la société civile, on souhaiterait, en tout cas, on est dans cette dynamique, que dans le cadre aujourd'hui même de cet effort de médiation, de dialogue, qu'on amène les acteurs à aujourd'hui décliner leur programme. Parce que dans tout ça, il faudrait voir quelle est la place du citoyen. Est-ce que le citoyen doit être du bétail électoral? Les gens, on vient, voilà, le jour des élections, on vient, on donne de l'argent, on dit, ouais, votez voilà, pour mon candidat, etc. Je pense qu'il faut permettre aux citoyens disons, d'avoir des instruments, en tout cas, d'analyse, en tout cas, des références pour aider un peu à la décision. Parce que par rapport à telle ou telle chose, voilà, tel candidat a fait telle proposition, surtout sur les questions de... Parce que c'est ça notre problème aujourd'hui. Fondamentalement, je pense que sous ce rapport-là, vraiment, les vrais débats et les vraies questions aujourd'hui ne sont pas posées. Est-ce qu'on peut avoir des citoyens dans un pays où l'éducation n'est pas prise en compte de façon optimale? Aussi bien l'éducation formelle qu'informelle que dans les daras. On a l'impression que l'éducation aujourd'hui dans ce pays est de moins en moins considérée. Elle n'est pas mise à un niveau qui permet d'avoir de vrais citoyens. Oui, on a beaucoup insisté sur l'enrôlement, sur les statistiques, mais on a très peu parlé de la qualité. La qualité des enseignants, de la qualité de la formation, de l'adéquation de la formation et peut-être nos besoins. C'est là où le problème... Moi, j'ai écouté hier, je pense, le président de la République, qui a beaucoup insisté quand même sur ça. Il faudrait aujourd'hui travailler sur une adéquation de la formation. Est-ce que tout le monde doit sortir avec un master en gestion pour faire
à bouger ce pays. Alors qu'on a quand même des déficits criards dans le domaine de certaines technologies, dans le domaine peut-être du génie civil. Est-ce qu'il n'y aurait pas un déficit de fonctions intermédiaires? Mais tout le monde se prévaut d'un master dans une école privée. Et en réalité, ces gens, lorsque vous leur demandez peut-être la chose la plus banale dans leur domaine, ils ne peuvent pas le faire. L'adéquation est un problème. Ce n'est pas le nombre d'universités qui compte, mais c'est surtout l'articulation entre la formation, les besoins et les enjeux auxquels nous sommes Mais le problème, Mansour, c'est qu'on fait des constats. Le président fait des constats, le pays fait des constats. Mais quand est-ce qu'on va changer de paradigme? C'est-à-dire le problème de l'action. C'est bien de faire des constats, mais on fait quoi après? C'est le grand problème. On a souvent fait de bons diagnostics, mais on ne pose pas les bonnes stratégies. Même la question du terre, c'est une question de stratégie. Moi, je ne suis pas opposé au prix. Parce qu'il y a le coût aussi de l'inaction. Si on ne fait rien, combien on perd? Ça aussi, on doit le prendre en charge. C'est vrai que les Marocains, au moment du démantèlement des réseaux ferroviaires, avec quand même, il faut le reconnaître, l'influence de la Banque mondiale et les politiques d'ajustement structurel, avaient refusé, eux, de démanteler le réseau. Ça a facilité les choses. L'emprise est là, les stations sont là. Donc les coûts, on ne peut pas les comparer de manière mécanique comme ça. Il faut un travail de costing, et ça c'est un métier, pour voir pourquoi notre terre a coûté plus cher. En tout cas, moi, je ne suis pas très opposé à ce projet, étant donné que nous devons quand même avoir beaucoup d'ambition. Et en même moment que le TER est fait, le BRT, qui est une solution intermédiaire aussi, est fait sur l'axe nord. Mais il faut aussi, avant même de décider de l'opportunité de ces investissements, faire un dialogue dans les structures quand même qui sont là. On doit institutionnaliser des plateformes où la société civile se prononce, ou peut-être des experts... La concertation en amont. La concertation en amont. C'est des choix. Mais il ne faut pas les faire et après tout le monde dit est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile. Mais moi, en tant qu'aménagiste urbain, quand je regarde le tracé, j'ai dit au moins, bon, les populations de Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Yaraax, aujourd'hui disposent d'un outil quand même pour aller et venir. C'est pour moi, dans mon champ, quand même, je trouve que ça peut être très utile. Maintenant, le coût est lié aussi au fait que nous avons très mal planifié nos espaces. Nous avons démantelé le tracé. Donc, ça pose la question des emprises. Est-ce que aussi, il fallait aller chez les Français ou les Chinois? C'est tout un débat que nous ne maîtrisons pas, mais qui aurait pu, si ce débat était institué avant, faire quand même un rapport qualité-bénéfice de l'infrastructure. Mais à mon avis, nous avons accusé un retard criard. L'autoroute là, si on l'avait fait dans les années 70, comme entre Accra et Tema, on n'aurait pas dépensé autant. Peut-être cet argent aurait pu aller être ventilé ailleurs. Et il faut quand même ce dialogue ne se confine pas dans le champ électoral et politique, que ce dialogue soit économique et social, qu'on parle des changements de paradigme, comme tu dis. Aujourd'hui, le transport avait été jusqu'à l'arrivée du président Macky Sall complètement orienté sur le véhicule individuel. Tout le monde sait que ce n'est pas une bonne option. Lui, maintenant, il a pris le pari de promouvoir le train et les bus. Mais je pense que c'est quand même un changement de paradigme. Mais on apprendra de nos erreurs et qu'à l'avenir, on fera mieux. Mais ce débat sur le coût est un débat, certes, un peu trop tardif, à mon avis. Mais quand même, l'infrastructure, du point de vue de l'opportunité, et du point de vue de l'équité territoriale est fondamentale, parce que les gens qui habitent Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, où on a des concentrations humaines extrêmement élevées, jusque-là n'avaient aucun outil pour quand même aller dans les centres névralgiques de ce pays. Et cela aussi n'est pas normal. Et à mon avis aussi, si cet argent n'était pas utilisé pour le train, peut-être aussi qu'on l'aurait dépensé de manière beaucoup moins utile. Il faut aller vers ça, mais il faut aller vers le débat économique. Le président doit considérer les autres comme quand même des gens qui peuvent l'aider à mieux asseoir des politiques durables. Les autres aussi doivent avoir la volonté d'amener une critique constructive. Parce que ce qui se passe après les élections, les gens qui perdent, ils rejoignent le pouvoir. Alors qu'ils ont quand même un rôle à jouer, d'autant plus qu'ils ont quand même une bonne connaissance des mécanismes institutionnels et de certains dossiers. Ils doivent rester dans l'opposition, se battre, apporter un débat sain mais constructif pour que les choses s'améliorent. Mais à mon avis, aujourd'hui, l'option d'aller vers le transport public est un changement de paradigme qui devait se faire. Maintenant, sur le coût, on peut toujours épiloguer sur ça. Oui, Babacar, par rapport aujourd'hui au diagnostic dans ce pays, on a toujours l'impression qu'au Sénégal, on fait les bons diagnostics. Mais quand il s'agit d'agir,
il y a un problème. Absolument, Alassane. Et dans tous les secteurs d'ailleurs. Absolument. Je pense que ça, je vous fais vraiment cette concession. On fait de bons diagnostics. Le Sénégal est le pays où on fait le plus de séminaires, on fait le plus, peut-être, je sais pas moi, en tout cas de grands NDEP, etc., où les gens vraiment arrivent à des conclusions qu'il faut faire ou telle chose, mais après finalement ça dort dans les tiroirs. Bon, est-ce que il n'y a pas peut-être quelque part des forces d'inertie? Ce que j'appelle des forces d'inertie, bon, qui sont là et qui empêchent vraiment, comme je dis, bon, qu'on puisse aujourd'hui être dans l'action. Bon, des lobbies peut-être, des lobbies qui c'est possible, c'est possible. Les intérêts individuels priment sur l'intérêt du pays. C'est la raison, c'est là où pourquoi le dialogue est intéressant, pour répondre donc à Je vous interromps pas, parce que ce que vous avez dit sur l'autoroute, c'est comme un aménagiste qui parlait. Peut-être qu'on aurait pu faire une dorsale qui partirait de l'aéroport et qui va aller à Touba à un moment donné et qui desservirait en même temps Kaolack et tout le reste de l'Afrique de l'Ouest. Moi, par exemple, c'est un bon débat, ça. Non, c'est vrai, je pose ça, ça veut dire que je ne suis pas contre, je suis pour que le système de transport public aujourd'hui soit vraiment quand même, voilà, bien élargi, qu'il soit modernisé, etc. Parce qu'on voit aujourd'hui avec vraiment notre transport public là, les embouteillages, vous voyez les Ndiagandiaï, les Tata, bon, tout le truc qu'il y a autour de ces. Bon, c'est un problème. C'est bien, je pense, que donc d'élargir, de peut-être moderniser, d'imaginer d'autres formes de transport qui puissent permettre aux populations de se déplacer vite et bien. Mais le problème, à mon avis, si j'évoque par exemple la question du TER, du point de vue de son coût, c'est qu'il y a une absence de débat autour donc de cette question-là. Et également donc d'opportunités, également par rapport peut-être à d'autres enjeux. Je dis par exemple, aujourd'hui il y a la question de l'éducation, il y a la question du chômage donc des jeunes, il y a aujourd'hui même les questions sécuritaires. Par rapport à notre environnement. Aujourd'hui, donc, géopolitique, où on est entouré par un cercle de feu, etc. Donc, c'est pour dire que toutes ces questions-là, il y a absence de débat. Les gens ne discutent pas. Bon, le pouvoir est là, confié, il a peut-être sa feuille de route, l'opposition conteste, mais il n'y a pas de débat sérieux, de débat programmatique, etc., pour qu'on puisse aujourd'hui, en tout cas, essayer, après 60 ans, après nos indépendances, bientôt vraiment de mettre le Sénégal sur les rampes du développement. J'espère à ce niveau vraiment que moi j'ai des inquiétudes. Voilà, merci infiniment à M. Babacar Fall, qui est directeur du GRADEC. GRADEC, c'est le groupe de recherche, secrétaire général du GRADEC, c'est le groupe de recherche d'appui et conseil pour la démocratie participative. Et Mansour Tall, qui est coordonnateur national du programme Ville durable de l'ONIDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Au micro, Alassane Sambodji, la technique. Excellent dimanche à tous.